L'objectif de ce soir, c'est de voir les conseils méthodos quand on est à 3 mois du concours. Est-ce que c'est jouable? Comment essayer de s'organiser? Comment rentabiliser en fait ces 3 mois pour que vous puissiez être efficient? Dans un premier temps, je vais revenir un tout petit peu sur les épreuves. Je suppose que vous les connaissez. Je vais les dire un peu dans les grandes lignes et voir surtout, ben, face à ces épreuves-là, comment est-ce qu'on peut se préparer dans le temps imparti, puisque l'objectif est la réussite du CRPE pour 2025. Alors, d'abord, ah ben, je vois qu'il y a même des étudiantes cette année qui sont présents ce soir. Alors, pour les épreuves d'admission, vous avez donc l'admission, c'est à l'écrit. Vous démarrez par trois épreuves. Une épreuve disciplinaire de français, une épreuve de maths et une épreuve dite d'application. Alors, pour ces épreuves de français et de maths, en fait, on vient chercher vraiment vos connaissances de base. On n'est pas en train de voir là le futur enseignant que vous allez être. On est juste en train de voir si vous avez les prérequis nécessaires à l'enseignement. Du coup, en gros, on est sur un niveau troisième, seconde pour certaines notions. Et c'est que l'épreuve écrite d'application qui est un peu plus technique et qui là est plus didactique. OK? Donc l'épreuve de français, elle comporte plusieurs parties, notamment une partie consacrée à l'étude de la langue. Là, il faut réviser quelques notions parce que parfois entre les terminologies grammaticales que vous aviez en fait vous au collège ou au lycée et après ça a un petit peu bougé. Donc c'est revoir un peu les notions grammaticales. Et là-dessus, là aussi au concours, en fait, vous pouvez gagner du temps sur la rédaction. Bien lire les consignes surtout et des fois les doubles consignes, faites attention et en fait essayez de limiter la rédaction pour pouvoir être efficient dans le temps. Alors juste une petite question dans le chat, j'avais une petite question, on m'a proposé un poste de contractuel qui débute le 3 février. Alors, pour préparer le concours, c'est vrai qu'il nous reste que 3 mois, mais en même temps, ça permet d'avoir une vision du métier. Mais c'est vrai que février, enfin, tout dépend où vous en êtes là dans le cadre de vos révisions. Est-ce que vous vous sentez à l'aise sur les notions de base, notamment pour les écrits, pour maths et français. Euh, voilà, ça peut être jouable, mais attention, ça peut demander du travail. Mais moi, je trouve que ça peut permettre de se tester et de faire des séances et d'être plus à l'aise peut-être pour la partie épreuve d'application et puis pour les oraux. Donc, pourquoi pas? Alors, dans la partie épreuve de français, donc vous avez une partie étude de la langue. Là, surtout, le conseil d'or, c'est de vraiment super bien lire les questions et notamment les doubles consignes qui font que beaucoup de candidats perdent des points bêtement parce qu'ils répondent qu'à une partie de la question de l'intégralité. Une partie consacrée au lexique, compréhension lexicale, et une dernière partie où là, on part d'un texte et à partir de ce texte, on vous demande de rédiger un développement, en fait, un raisonnement rédigé avec une, une problématique d'entrée. Là, on vient surtout voir vos capacités à comprendre un texte. On vient voir vos capacités en fait à rédiger, à avoir quelque chose qui est structuré. Donc, pas toutes les idées qui sont données dans tous les sens. Donc, c'est des compétences normalement que vous avez travaillées au fil de votre scolarité. Pour tout ce qui est lexique, en fait, il faut bien connaître tout ce qui est préfixe, suffixe, comment se peut se décomposer en fait un mot, et après être capable d'avoir tous les procédés un peu littéraires qui, comment dire, être capable d'expliquer le sens en fait d'un mot en contexte dans un texte. Et ça s'entraîne. Pour tout ça, vous êtes accompagné par Elodie, qui est professeure de collège et qui connaît très bien les attendus et qui vous accompagne là-dessus. Néanmoins, je sais que le temps est contraint. Puisqu'il n'y a que 3 mois. Donc, du coup, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut éventuellement s'entraîner et réviser à 3 mois du concours pour cette épreuve-là, qui est un incontournable quand même pour pouvoir être capable de passer ensuite les oraux. L'étude de la langue, effectivement, ça s'étend jusqu'en seconde, voire quelques notions premières, mais on est beaucoup, beaucoup autour des attendus de brevet des collèges troisième. Mais ça a bougé. Donc, les terminologies sont pas tout à fait les mêmes. Généralement, ce que je réviserais en priorité, ce seraient les fonctions
les fonctions grammaticales et notamment les fonctions à l'intérieur d'une phrase. C'est là où on a le plus d'erreurs au concours dans tout ce qui est analyse de phrases. C'est souvent un petit peu plus échoué. Connaître quand même un petit peu les temps, les concordances de temps et être capable de transformer une phrase de discours direct à indirect ou indirect à direct. Pour réviser cette épreuve, il va vous falloir réviser en fait les notions de grammaire de troisième, revoir surtout, comme je disais précédemment, l'analyse de phrases. Avec vocation CRPE, l'avantage, c'est que vous avez des vidéos en fait des cours tout au long de l'année. Donc, vous pouvez cibler les vidéos suivant suivant vos priorités. Ça vous permet de pouvoir faire vos fiches et puis de cibler les attendus. Et notamment aussi, on va le voir dans la partie suivante, sur la partie littérature, ça permet de centraliser toutes les notions au même endroit. Parce que pour la partie grammaire, j'allais dire, on peut réviser quasi tout seul. Je vais même vous donner en fait des modalités en fait pour vous entraîner. Par contre, l'avantage des vidéos faites par Elodie, c'est pour tout l'aspect littérature. La littérature, c'est énorme. Donc, on va y venir juste après et je vais voir comment est-ce qu'on peut justement gagner du temps et gagner en efficience là-dessus. L'avantage aussi, si vous êtes à vocation CRPE, c'est que vous pourrez vous entraîner à faire des sujets blancs pour avoir un retour direct du correcteur sur les typologies d'erreurs. Dans la partie justement littérature, là, ça demande quand même d'avoir un peu de lexique sur les procédés littéraires, sur les différents types de textes, les figures de style. Et là, du coup, Élodie, elle a fait des vidéos auxquelles vous pouvez accéder qui sont vraiment top, qui présentent en fait les différents courants de littérature. Et donc, du coup, ça vous permet de ne pas vous noyer dans des informations et d'avoir vraiment les éléments de base. Quels sont les grands mouvements littéraires? Qu'est-ce qu'on y retrouve un peu comme procédé? Et ça, je pense que par contre, c'est important de le réviser en fait avant le concours, parce qu'on n'a pas forcément tout en tête. Après, vous ne passez pas l'agrégation de français, vous passez pas non plus la certification en fait de français pour être prof de français. Donc, on n'a pas non plus un niveau d'exigence extraordinaire, mais je vous rappelle que c'est un concours pour se démarquer des autres. C'est important de montrer qu'on a quand même quelques connaissances et que plus vous allez apporter un peu d'apport culturel, mieux c'est. Et surtout, avoir une terminologie et un lexique attendu dans l'épreuve. Donc moi, je centrerai beaucoup sur le temps qui vous reste, hein, sur le lexique spécifique, des figures de style, des formules grammaticales, en fait, de tout ce qui est nature grammaticale, fonction, et quand même connaître très succinctement les différents courants littéraires avec un ou deux auteurs à l'intérieur, et puis du coup les procédés littéraires qui sont utilisés dans ces mouvements littéraires. Du coup, pour réviser l'écrit, et notamment pour réviser l'écrit de français, moi, voilà, je vous invite à revoir, à voir les vidéos de CRPE sur les courants littéraires pour vous faire des petites fiches de culture G et vous aider peut-être dans l'introduction de votre présentation de texte. Tout ça, ça pourra vous aider à la rédaction. Vous prendre des manuels de troisième. Vous révisez juste les fiches de notions grammaticales, les natures et tout, et vous pouvez revoir aussi les procédés littéraires et les figures de style. Et puis, pour vous entraîner, vous pouvez aller il y a des vidéos qui sont en ligne, qui sont exprès pour les révisions du brevet, sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. C'est des vidéos de Lumni, en fait, qui avaient été faites pendant le confinement et qui sont avec des quiz qui vous permettent aussi, voilà, de vous entraîner, de réviser, de voir tout de suite ajuster si ça, c'est bon, je le sais, ou au contraire, il faut que je le révise un petit peu. Donc ça peut aussi un petit peu vous aider. Ensuite, la bête noire pour certains, les maths. Ah, pour d'autres, quand on est bon, c'est top. L'avantage, par contre, de l'épreuve de maths, c'est que vous avez que des exercices indépendants. Alors, par contre, vous n'avez pas les barèmes des points accordés aux exercices. Donc ça, je sais que c'est dommage pour vous parce que ça vous permettrait de mettre plus l'accent sur certains exercices que sur d'autres. Mais bon, vous l'avez pas. Mais l'avantage, le fait qu'il soit indépendant, vous démarrez direct par les exercices sur lesquels vous êtes à l'aise. Et puis, du coup, comme il n'y a pas de lien, ben, OK, si je perds un peu de points à un exercice, je peux me rattraper en fait avec un autre.
Pareil qu'en français, on vous demande aucune notion de didactique ou de pédagogie, on vient juste savoir vos connaissances. On est encore sur un niveau troisième en maths. Et donc, du coup, bah, là aussi, à vous de réviser en priorité les fondements mathématiques qui vous posent le plus de problèmes. Donc, en maths, les différentes thématiques, vous avez numération et arithmétique. Donc, souvent, ce qui pose un peu plus de problèmes, c'est peut être les puissances, les racines carrées, les fonctions. Donc, vous pouvez, il y a exprès avec vocation CRPE, il y a des cours exprès de remise à niveau, c'est-à-dire exprès sur certaines thématiques, il y a des vidéos qui reviennent complètement sur le fondement et qui vous accompagnent là-dessus. Donc là, vous allez devoir cibler suivant vos priorités et vos difficultés surtout. Problème et calcul, les priorités opératoires, où est-ce que je place les parenthèses ou pas, l'écriture fractionnaire, le calcul avec des nombres décimaux. Bon, en fait, là, vraiment, on vient voir vos connaissances. Petite bête noire de certains, c'est tout ce qui est proportionnalité, les échelles, les pourcentages. Donc là aussi, vous pouvez aussi vous entraîner là-dessus. Et puis, bien évidemment, on a grandeur et mesure avec des calculs d'air, de périmètre, de volume et de la géométrie avec les fameux théorèmes Pythagore et Thalès. Mais je tenais juste à vous rassurer, même si là, vous êtes un petit peu en retard, par exemple, sur vos révisions, vous n'allez pas... parfois, en fait, on a une appréhension parce qu'on n'a pas maîtrisé certaines notions quand on était au collège. Mais quand on revient sur ces notions plus tard, en étant adulte et en plus avec une motivation de concours, on arrive à progresser et à apprendre beaucoup plus vite ces notions. Et ensuite, ben là aussi, vous faites là, une fois que vous avez là le programme des différentes notions, et ben, ce que vous maîtrisez, ben, vous le zappez, vous pouvez juste vérifier que vous le maîtrisez, et ensuite vous travaillez en priorité ce qui vous pose le plus de problèmes. Là, en tout cas, moi, je vous invite dans le cadre du concours à vraiment veiller à utiliser un langage mathématique, à faire attention aussi à la manière dont vous écrivez, dont vous rédigez, à ne pas faire trop d'erreurs non plus de français, que ce soit à l'épreuve de français ou de maths. À la fin, quand on est correcteur, dans notre barème, on a un certain nombre de points qui sont accordés en fait à l'orthographe tant en maths qu'en français. Et du coup, tant en maths comme français, on exige aussi un lexique spécifique. Donc, il faut écrire en langage mathématique et du coup ne pas se tromper. N'hésitez pas à schématiser, à faire des brouillons aussi pour pouvoir vous aider. Euh, pour les deux épreuves, voilà, c'est plutôt des conseils une fois qu'on l'a passé plutôt que des conseils lors des révisions, mais pensez vraiment du coup à avoir un temps de relecture. Il y a un moment, essayez de bien ajuster votre temps et de garder un petit temps pour voir si vous n'avez pas oublié des mots, si vous n'avez pas fait trop de fautes de français. Pour notamment l'épreuve de français, est-ce que vous avez bien souligné, par exemple, les titres d'œuvres? Est-ce que vous avez bien mis les citations entre guillemets? Est-ce que vous avez bien répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il n'y a pas eu de double consigne que vous auriez raté? Pensez aussi là, dans la partie français à bien penser à utiliser la ponctuation pour que ce soit aussi aéré. Euh, Parce que parfois, en fait, vous mettez pas la ponctuation, du coup, on voit pas que c'est une forme interrogative. Et donc, du coup, ben, ça peut faire vraiment faire perdre des points. Donc, les erreurs ou les pénalités en fait dans l'épreuve, souvent, c'est la gestion de temps qui pose problème, d'où le fait d'importance de s'entraîner. Il s'agit pas uniquement de connaître les contenus, et c'est pour ça que moi je vous invite à faire des concours blancs, ou sinon même à vous entraîner seul, hein, si vous n'êtes pas avec vocation CRPE, à reprendre d'anciens sujets, à les faire dans le temps imparti, et ensuite d'aller voir la correction. Mais essayez vraiment de le faire dans le temps imparti. Plus ça va, plus vous allez gagner en efficience. L'avantage d'être accompagné, c'est que nous, on vous dit clairement, par exemple pour l'étude de la langue, comment est-ce qu'on peut présenter. Là, on peut présenter sous forme de tableau pour tel type de questions. On gagne du temps. On essaie de limiter aussi l'aspect rédactionnel pour certaines questions. Pareil, dans un souci de gain de temps
et pour éviter aussi de faire trop d'erreurs d'orthographe. Mais on vient regarder dans les deux épreuves vos capacités rédactionnelles, bien évidemment, surtout en français. Et les erreurs qui sont pénalisées le plus souvent dans le concours, c'est des problèmes de consigne. Soit vous êtes complètement à côté, mais moi, les erreurs que je vois le plus souvent quand j'ai corrigé, c'est la prise en compte que d'une partie de la consigne. Et du coup, ben, on perd 0,75 par-ci, 0,50 par-là, 0,25. Et à force, ben, ça fait quand même perdre pas mal de points. Donc, du coup, comment réviser l'écrit? C'est pareil qu'en maths qu'en français. Voir les vidéos de vocation CRPE et principalement celles de remise à niveau qui vous permettent de cibler les compétences sur lesquelles vous êtes fragile et du coup de mieux comprendre et d'être bien accompagné pour ça. De reprendre un manuel de troisième. Ça, vous pouvez en prendre même en bibliothèque ou prenez des manuels relativement récents et puis de vous entraîner. Faites des exercices. Thalès, Pythagore, ok, on comprend le fondement de Thalès et de Pythagore, à quoi ils correspondent et d'où ça vient et tout, mais très rapidement, il faut s'entraîner à l'utiliser dans différentes modalités. Vous pouvez également vous entraîner et faire des quiz avec l'UMNI, justement, d'un niveau troisième, qui vous permet aussi de, bah, voilà, de réajuster vos connaissances. Donc c'est jouable, c'est juste qu'il va falloir reprendre les thématiques qui tombent au concours et ajuster suivant vos priorités et ce que vous maîtrisez et ce que vous maîtrisez un peu moins. Voilà pour français et maths. Ensuite vient une autre épreuve. Là, c'est un peu plus compliqué des fois de la préparer seule, je trouve. C'est l'épreuve d'application. Alors, si vous n'avez pas choisi votre domaine, là par contre, il faut le choisir maintenant. C'est très très vite maintenant. À savoir si vous allez sur sciences et techno ou histoire géographie EMC ou art. Je trouve, et là c'est pas parce que je suis prof à vocation CRPE, clairement, je trouve que pour cette épreuve-là, c'est difficile de se préparer seul. Parce que en fait, c'est des domaines qui sont énormes. On va du cycle 1 au cycle 4. Et du coup, il y a beaucoup de notions et ça demande vraiment de ne pas se perdre dans les notions. Dans cette épreuve-là, à la fois, on vous demande d'avoir des notions de base. Je sais pas, par exemple, en histoire, ben, quand même d'avoir quelques connaissances. Par exemple, si vous tombez sur un sujet sur la Révolution française, avoir quand même les grands fondements de la Révolution française, les grands noms, quelques dates clés. Voilà. Alors, même si vous avez quand même des documents qui nous aident, qui vous aident dans le cadre du sujet, vous avez des documents support qui vous permettent d'avoir quelques idées et quelques notions clés, même si je ne connais pas tout en histoire. Mais au-delà de ces connaissances-là, eh ben, il faut que vous ayez des connaissances pédagogiques, puisqu'il y a une partie dans laquelle vous allez élaborer une séance à destination des élèves. Donc, il y a toute une partie, effectivement, comme le dit Samb, en EMC, par exemple, ou en histoire géo, il y a des choses qu'il faut connaître par cœur, mais du coup, reste à savoir quoi. Et l'avantage d'être accompagné avec vocation CRPE, c'est que du coup, ça vous aide beaucoup plus facilement à faire vos fiches de révision puisque en fait, on vous propose des cours où nous, on a déjà fait tout le tri des connaissances pour vous aider à l'absorber en fait. Donc du coup, ça aide pas mal. Parce que attention à pas se noyer dans les informations. Pareil, comme je disais précédemment, vous passez pas non plus une certification pour être prof d'histoire géo, par exemple. Donc attention non plus à ne pas étaler trop de connaissances. Il faut aussi s'organiser dans le temps et bien avoir du temps pour les deux parties. Donc la partie qui vient exposer vos connaissances. OK, et la partie ensuite didactique. Parce que les candidats qui, par exemple, nous font pardon de parler un peu de manière familière, qui nous font des tartines en histoire sur leurs propres connaissances et qui, du coup, squeeze la partie didactique, eh ben, ils vont être pénalisés pour cette épreuve. Parce que là, il s'agit d'une épreuve pré-professionnelle. On vient voir, là, dans cette épreuve, déjà le futur enseignant que vous allez être. On vient voir si vous avez des connaissances mais on vient voir surtout le futur enseignant que vous allez être. Comme pour maths et français, je ne rappelle pas les barèmes, vous êtes noté sur 20, note éliminatoire à 5 et c'est pendant 3 heures et c'est coefficient 1. C'est valable ça pour les trois épreuves. Ça par contre c'est intéressant parce que ça peut s'équilibrer entre les différentes épreuves. Mais là où je pense que c'est vraiment important d'être accompagné, c'est tout ce qui est
la partie pédagogique en fait. C'est du coup, on vous donne pas mal de documents. Donc ça, c'est chouette. Notamment, ça peut vous aider dans la partie 1 sur vos connaissances. Mais du coup, nous, on vous accompagne sur comment exploiter les documents avec des élèves notamment, être capable d'analyser l'origine du document, parce que ça aussi, vous allez le citer, donner la date de diffusion, l'auteur, la nature, et puis être capable de savoir bah, qu'est-ce qu'il apporte comme information, ce document. Et à partir de ces docs, être capable de construire une séance avec un objectif précis, séance ou séquence, hein, suivant le sujet sur lequel vous tombez. Qu'est-ce que j'utilise avec l'élève ou pas, même dans un document? Est-ce que je prends tout? Est-ce que je prends qu'une partie? Et surtout, ben, comment ça va se dérouler? Quelles activités je donne aux élèves? En quoi ils vont construire leur savoir? Est-ce qu'ils vont être acteurs à ce moment-là? Et puis, du coup, quelles sont les ouvertures que je peux faire? C'est-à-dire, même si je tombe en histoire, est-ce que je peux faire des liens avec d'autres champs disciplinaires? Quel prolongement je pourrais avoir? Donc, tout ça, ça s'invente pas. Je trouve que c'est pas facile de le préparer en fait tout seul, notamment être capable de déterminer l'objectif de la séance, de bien être capable de décliner les différentes étapes de la séance et de savoir le présenter. Et je trouve que c'est important vraiment d'être accompagné sur cette épreuve-là. On vous demande aussi, pas uniquement de donner une séance type, on vous demande d'être capable d'analyser les documents et d'analyser un peu votre séance. Donc, dire que là, vous choisissez ça parce que ça permet là de générer une réflexion chez l'élève, parce que là, vous voulez une forme de progression, une progressivité. On peut aussi noter, parce que des fois, il y a des questions là-dessus, autour de l'évaluation. Quels seraient les critères d'évaluation? Et puis, donc, du coup, il y a une partie un petit peu analyse. Dans ce qu'on vous donne, ça par contre, faut vous déstresser. C'est important avant des épreuves de lire les programmes et notamment, moi, je vous invite de lire l'intitulé avant les compétences qui vous donne tout l'état d'esprit de la matière. Je vois par exemple quand pour ceux qui font sciences, c'est vraiment important de connaître la démarche d'investigation, de faire le lien avec le citoyen qui se pose des questions et donc du coup, comment je fais avec des élèves pour qu'ils soient capables d'émettre une hypothèse, de valider une hypothèse ou de l'invalider. Mais par contre, on ne vous demande pas de connaître les programmes par cœur. En général, dans le dossier qui vous est donné pour l'épreuve d'application, on vous donne les programmes, en tout cas la partie des programmes qui est en lien avec votre sujet. Donc là-dessus, on se détend. Mais c'est vrai que c'est pas évident, par exemple, d'analyser des travaux d'élèves ou des supports de manuels et de voir comment est-ce que vous pourriez le transposer avec une classe. Pour préparer, moi, je vous invite en tout cas à lire les programmes, comme je vous disais, qui est en lien avec le champ disciplinaire que vous avez choisi. Vous familiarisez du coup avec le lexique qui est dit dans les programmes, la procédure qui est préconisée un petit peu sur comment j'enseigne l'histoire, comment j'enseigne les arts avec les élèves. Vous faire des fiches de lexique spécifiques à la matière. Notamment, je pense aux arts ou aux sciences, il y a énormément de lexique spécifique. Donc là, essayez de l'avoir. Emprunter des manuels d'élèves de cycle 3. C'est-à-dire, je ne sais pas si par exemple vous prenez histoire, EMC et tout ça, ayez des manuels de cycle 3, voyez comment sont abordées les notions, quels types d'exercices sont proposés, quelles sont les synthèses de cours. Et donc du coup, là-dessus, ça peut vous aider pour faire vos fiches et puis ça peut vous aider à avoir un peu toute cette habitude de construire du contenu avec les élèves. Bien évidemment, choisir son domaine tout de suite, très très vite. Et puis, ben, si vous êtes avec vocation CRPE, vous allez pouvoir voir les vidéos qui vous permettent de faire vos fiches et d'avancer à votre rythme, puisque les vidéos, en fait, vous pouvez les visionner en fait quand vous voulez. Vous aurez quelques cours en live. Comme on a là ce soir, avec un prof, ça vous permet de venir poser vos questions, ça vous permet généralement les cours sur cette épreuve d'application. Je pense par exemple à Alexandre pour l'histoire. Là, il va lui plus rentrer sur l'aspect didactique, justement, ce qui vous pose le plus de problèmes. Et c'est l'occasion pour vous de pouvoir poser des questions si vous vous êtes entraîné ou après une vidéo que vous avez visionnée. Donc, pour ces épreuves, elles sont tout à fait faisables.
En général, vous avez les compétences, il faut juste gérer le stress, réviser les notions prioritaires sur lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise et pour pouvoir réussir à passer ensuite les épreuves d'admission. Avant que je passe sur les épreuves d'admission, est-ce que pour les écrits, déjà, vous avez des questions? Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions? Et donc, du coup, aussi, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder tout ce qui est au programme du CRPE, maths, français et la partie épreuve d'application. Cibler les domaines dans lesquels vous êtes le moins à l'aise. Et donc, du coup, ensuite, là, vous faites un planning de révision de maintenant jusqu'au concours en priorisant là où vous êtes moins à l'aise. Voilà. Et puis du coup, bien évidemment, si vous êtes accompagné par Vocation CRPE, eh ben, vous regardez spécifiquement les vidéos qui vous posent problème. Donc, pour les maths, parfois, eh ben, là, on peut avoir envie de décrocher en se disant que ça paraît insurmontable. Des fois, on peut prendre un petit peu de repos pour prendre un petit peu de hauteur. Et ensuite, on essaye de cibler exactement ce qui pose problème. C'est pas grave, on peut pas non plus tout voir et tout faire. Donc, les choses sur lesquelles on se sent à peu près à l'aise, ok, ben on passe. Et dans ce cas-là, on essaye de prendre un peu plus de temps. On revoit les vidéos de remise à niveau sur les notions vraiment spécifiques qui nous posent problème. Et là, on prend le temps de décortiquer. Et du coup, je pense franchement que c'est jouable. Vous avez des compétences mathématiques en général. Ce qui vous pose le plus de problèmes, pardon de le dire comme ça, c'est dans votre tête. C'est-à-dire qu'en fait, on a, moi, ce que j'appelle les petites voix et des petites voix négatives qui disent j'y arriverai pas, je comprends pas. Euh, je vais vous faire une toute petite parenthèse sur des maths. Une fois, prépare une formation avec un prof de maths, prof de lycée. On prépare une formation pour adultes. Et il me dit, je vais te donner en fait un exercice qui est un petit peu difficile. Franchement, il avait même pas posé la feuille sur la table que je me suis dit que j'y arriverais pas. Et je lui dis non, non, mais je connais pas et tout. Ok. Il passe, puis en fait, un peu plus tard, il me revient, il me dit, tiens, ça te dérange pas de faire tel truc, telle situation, et il me présente pas tout à fait que c'est des maths en fait. Et du coup, ben, je suis sur le truc pratique. Il me dit parce que ça pourrait être intéressant qu'on proposait aux enseignants. Et bien en fait, j'ai utilisé Pythagore sans formaliser forcément que c'était Pythagore en plus. Et j'ai réussi, juste parce que j'ai pas eu mes petites voix qui me disaient je suis nulle en maths. Donc il faut essayer vraiment de se détacher de ces petites voix négatives et de reprendre les bases tranquillement et de prioriser. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les écrits? Et sinon, je passe du coup aux oraux. Parce que moi, je suis sûre que vous allez passer la barrière des écrits. Il faut avoir le mental, vraiment avoir le mental. Pour l'épreuve orale, vous avez, alors là, c'est que des combis. Vous avez donc trois épreuves et elles sont toutes pré-professionnelles. C'est pour ça que c'est vraiment difficile, je trouve, pour ces épreuves-là, de ne pas être accompagné. Parce que, certes, vous pourrez peut-être trouver tout seul quelques démarches didactiques, mais à comprendre tout seul, je trouve ça euh, particulièrement difficile de préparer ces épreuves-là seul. Les oraux, ça se prépare aussi dès maintenant. On n'attend pas d'avoir passé les écrits pour préparer les oraux, c'est impossible. Vraiment impossible. Ça, par contre, autant je peux des fois vous dire non, mais là, ça c'est jouable et tout. Là, non, il faut commencer à préparer les oraux maintenant. Dans les oraux, vous avez l'épreuve de leçon, où là, vous allez être amené à construire une séance en français ou en maths, dans un cycle donné, dans un domaine donné. Vous avez un temps de préparation, vous avez que... alors attendez, je me souviens plus si c'est deux, je crois que c'est 2 heures de préparation, 1 heure pour le français, 1 heure pour les maths, et ensuite vous passez sur une durée d'1 heure, 30 minutes pour le français, 30 minutes pour les mathématiques. OK? Donc, pour l'épreuve de leçon, en fait, il faut connaître la démarche d'apprentissage. En gros, quelles sont les modalités d'apprentissage qu'on peut avoir, par exemple en production d'écrit, en lecture.
Donc, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais ça demande vraiment de connaître les erreurs, les élèves, c'est-à-dire les erreurs qui sont commises par eux, les difficultés auxquelles ils se heurtent, comment est-ce que je peux faire pour qu'ils aient de la motivation à apprendre. Donc, ça demande vraiment d'avoir une connaissance du terrain. Moi, dans le cadre de mes cours, en tout cas du moins, j'essaye en tant que prof à vocation CRPE, j'essaye d'emmener mes étudiants en classe. D'abord, je leur montre vraiment les démarches. Pourquoi? D'abord, je les mets un peu en posture d'élève. C'est-à-dire, par exemple, on parle de production d'écrit ou on parle de lecture-compréhension. Eh ben, je veux qu'ils le vivent, ce que c'est que d'écrire ou de comprendre. Donc, par des petites situations assez courtes, je leur fais prendre conscience de tout ce qui se passe dans leur tête quand ils sont dans l'activité. Ensuite, j'essaye de leur présenter l'ensemble de la démarche didactique. Qu'est-ce qui est préconisé par les didacticiens, par les chercheurs sur l'enseignement de la lecture aujourd'hui, l'enseignement de la production écrite, par exemple, aujourd'hui, qui souvent n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu quand vous étiez à l'école. L'école, elle a quand même bougé dans ses pratiques. Donc, j'essaye d'expliquer la démarche et d'expliquer pourquoi. Et puis, j'essaye d'emmener mes étudiants dans les classes en leur montrant des affichages, des supports d'élèves. Et puis après, peu à peu, dans le temps, quand j'avance avec eux, là pour l'instant, j'en suis à peu près là avec mes étudiants. Et après, en fait, si vous nous rejoignez, dans les cours suivants, je vais vraiment la faire un peu plus de mise en pratique. Dans chacun de mes cours, j'essaye de faire des rappels, des révisions, de réactiver les connaissances. Donc, du coup, le fait d'être accompagné, vous êtes vraiment guidé dans vos révisions, on réactive, et puis du coup, vous avez une vision concrète de ce que c'est qu'enseigner. Parfois, je fais un petit peu exprès de théâtraliser et de montrer un peu comme si j'étais en classe. Du coup, on vous aide beaucoup pour préparer ces épreuves-là. C'est Frédéric qui s'occupe des maths et moi, je m'occupe du français. On vous accompagne, on vous donne aussi des outils pour l'intro, on vous donne même des formulations pour vraiment que vous puissiez être le plus efficient et surtout, on sait que vous avez peu de temps pour vous préparer. Donc moi, j'essaye en tout cas auprès de mes étudiants de leur donner un max d'outils, mais surtout de leur donner de la méthodo pour qu'ils puissent être efficaces. Je leur donne pas trop de travail, voire pas de travail entre les cours, et j'essaye d'exploiter chaque cours au max pour qu'ils puissent réviser, apprendre pendant le cours. Ensuite, ils peuvent revisionner les vidéos, voilà, et puis ils peuvent me poser des questions, un peu comme on le fait là. Même si je sais que je laisse pas assez d'espace aux questions dans mes cours parce que je suis un peu limitée. Donc voilà pour l'épreuve de leçon français et maths. Ensuite, vous avez l'épreuve dite d'entretien. Alors là aussi, on est dans un combi. Vous avez que une demi-heure de préparation parce qu'en fait, vous démarrez avec l'EPS. Et puis ensuite, vous avez une partie motivation où c'est vous qui vous présentez. Là, pour tout ça, vous êtes accompagné par Guillaume qui vous aide à éviter de faire un peu toutes les erreurs de bah moi, je veux être maîtresse, je fais une caricature exprès, hein. Je veux être maîtresse parce que ben, en fait, je veux avoir des vacances, avoir le même rythme que mes enfants et avoir la sécurité de l'emploi. On va éviter ce genre de formule et on va essayer de faire un. Guillaume vous accompagne à établir un lien entre votre passé professionnel, parce que vous avez souvent une expérience, des acquis, et comment on les transpose en fait au métier d'enseignant. Il vous aide aussi, il vous accompagne à vous projeter dans le métier d'enseignant, qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les compétences attendues dans le métier d'enseignant. Voilà. Et donc, il vous aide là-dessus. Et puis après, dans tout ce qui est projection dans le métier, là, c'est Guillaume et moi qui vous accompagnons. Et en fait, moi, je vous accompagne déjà au travers de certains cours à connaître un peu le système éducatif. Quand on parle de laïcité, par exemple, c'est quoi son histoire? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Quels sont les différents textes et différents textes de loi qui sont sortis autour de la laïcité? Et puis surtout, en cours, on va avoir des exemples super concrets, parce que c'est ça qu'on vous donne au concours, des trucs super concrets. On vous donne, je sais pas, un élève refuse de participer à tel cours sous prétexte de, de religion, par exemple, refuse d'aller à tel cours de sciences, bah, que faites-vous? Et ben là, il faut être capable de développer de manière argumentée, en ayant bien la posture institutionnelle. On vient voir quel futur fonctionnaire vous allez être. Et donc là aussi, on vous aide dans le cadre de cette préparation au niveau méthodo, comment je développe une réponse. Bah là, par exemple, à l'échelle
de l'école, à l'échelle du cycle, à l'échelle de ma classe, au niveau des parents d'élèves, au niveau de l'inspection. Donc, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut développer les réponses en prenant tous les, j'allais dire un peu tous les points de vue. Éducation nationale, toutes les... Ah, j'arrive pas à trouver le terme exact. Bon, peu importe. Et en même temps, que vous placiez de la connaissance institutionnelle, que vous démarriez, par exemple, si vous tombez sur un sujet sur la laïcité, vous soyez capable de définir ce que c'est la laïcité, quels sont les textes en vigueur, quels sont les documents supports, et vous placez un peu vos connaissances. Et là-dessus, on vous aide là-dessus, au travers de vidéos, on répertorie tous les éléments fondamentaux. On n'a pas le temps, avec vocation CRPE et dans la formation, de se perdre en allant à droite à gauche. Donc, on essaye vraiment d'être synthétique et de vous donner, clé en main, les informations dont vous avez besoin pour le concours. Dernière épreuve, l'épreuve facultative, langue étrangère ou langue régionale. Mais pour être honnête, je ne vais pas trop en parler ce soir parce qu'en fait, je ne la maîtrise pas tellement, cette épreuve. Mais je sais qu'on y forme, mais je ne la maîtrise pas suffisamment pour vous en parler ce soir. Donc, veuillez m'en excuser. Donc, que ce soit en tout cas sur la leçon de français, de maths ou même sur l'épreuve d'entretien, notamment avec la partie EPS, on vient vraiment rechercher, savoir si vous connaissez les démarches d'apprentissage, est-ce que vous avez des repères de progression, est-ce que vous savez construire une séance explicite, argumenter, pourquoi est-ce que vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Ce qu'on vient, c'est ça qu'on vient rechercher. On vient rechercher votre capacité à, analyser en fait une situation d'apprentissage, à analyser des supports et à être capable de donner une réponse cohérente, explicite et argumentée. Tout ça, ce sont des épreuves qui sont vraiment pré-professionnelles. On essaye de voir vraiment quel futur enseignant vous allez être. On sait que vous n'êtes pas enseignant, quand même. On se détend. Mais on vient de voir si quand même vous avez une représentation de ce que c'est qu'enseigner. Et si vous connaissez les enjeux pédagogiques et didactiques, par exemple, de l'EPS, et si vous avez une connaissance un peu fondamentale quand même du système éducatif. Donc on vous donne aussi tout le langage un peu spécifique. Donc là, j'en ai un peu parlé de l'épreuve de leçon de français et de maths. Donc c'est 30 minutes, on commence par le français et donc c'est que pendant 15 minutes, vous présentez votre séance, mais là aussi, il faut que ce soit construit, qu'il y ait une intro. Je présente les différents documents, je présente ma séance. J'essaie aussi rapidement d'expliquer pourquoi, même si j'aurai pas le temps de tout expliquer au jury, mais je commence à donner quelques petits indices pour que le jury me questionne là-dessus. Et ensuite, il y a un échange de 15 minutes avec le jury, qui, d'ailleurs, c'est pas forcément des questions pour vous piéger, c'est des questions pour des fois pour confirmer ou des fois pour voir, ah tiens, et si on partait sur une autre piste, pour voir un peu votre réaction. Des fois, c'est vraiment juste un échange et il ne faut pas se sentir agressé par une question. Et ensuite, c'est la même chose dans le cadre des mathématiques. Donc, du coup, pour ces épreuves-là, il faut être capable, face aux supports que vous avez, de rapidement les analyser, rapidement analyser les documents, bien connaître les programmes, mais on ne les connaît pas par cœur, hein, ils sont donnés aussi, mais de bien connaître les attendus institutionnels, de pourquoi est-ce qu'on a, quand on a telle compétence des programmes, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous, tout ça, on le décortique en cours. Et puis, du coup, de bien s'organiser parce que 2 heures de préparation, ça passe vite. Et surtout, dans le cadre de votre présentation orale, eh ben, utiliser un lexique spécifique des différentes étapes des séances et puis du coup être capable d'avoir une posture un peu analytique. Vous êtes capable de justifier vos choix. D'accord? Dans les grands thèmes qu'on voit en cours et qui sont exigés en fait au concours, on a la production d'écrit, lecture-compréhension, étude de la langue, ce qui est relativement vaste, le langage oral, tout ce qui est lecture avec encodage, décodage, donc en gros la première entrée en fait dans le langage écrit pour les élèves dès la maternelle et début du cycle 2, et la conscience phonologique. En maths, vous aurez le nombre, les opérations, grandeur en mesure, géométrie, proportionnalité. Là, on a une autre entrée. On avait déjà parlé, par exemple, parlé de la production, de la proportionnalité sur la partie écrite. Là, ce qui nous intéresse dans la proportionnalité ou opération ou nombre, c'est de voir quelles sont les erreurs
qui sont commises par les élèves. Pourquoi? Comment je peux y remédier? Donc, quel type de remédiation je peux proposer? Quel type de manipulation je peux proposer aux élèves pour qu'ils viennent corriger en fait leurs erreurs. Pour ces épreuves-là, pour être honnête, sans être accompagné par vocation ou autre, difficile de savoir comment faire seul. C'est pas forcément pour que vous nous rejoigniez nous, mais je trouve ça vraiment difficile de préparer ces épreuves-là seul. Alors sinon, pour les préparer, bien évidemment, on va y voir après, c'est lire les attendus institutionnels, à lire à fond les programmes, certains guides, aller sur Eduscol, trouver des fiches avec des démarches. Le problème d'Eduscol, c'est qu'on peut se noyer. Il y a tellement de choses à l'intérieur que ça me paraît compliqué. L'avantage avec Vocation CRPE, c'est qu'on vient vite trier ce qui est l'essentiel et en fait, ça vous aide à constituer en fait vos fiches et à avancer progressivement, avoir une planification de ça. Et juste, je reprends les vidéos, le diaporama. Moi, en tout cas, à la fin de chacun de mes cours, j'essaie de faire des synthèses du cours pour aider à l'élaboration de fiches. Donc, du coup, là-dessus, ça peut vous aider. Les conseils du jury, là-dessus, c'est d'essayer déjà, bah, bien lire la consigne pour pas être à côté du niveau, donc pour éviter notamment tout ce qui est hors sujet. Et puis surtout d'avoir un objectif qui répond vraiment au dossier, c'est-à-dire qui répond aux différents documents que vous avez en fait devant les yeux. Donc ça demande d'analyser les documents quand même relativement vite, d'être capable de, même si vous élaborez une séance, d'être capable de visualiser la séance à l'intérieur de la séquence, même si on ne vous le demande pas. Parce que ce que va faire le jury juste après, notamment si votre séance elle est tip-top et qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ok, mais donc en amont de cette séance, qu'est-ce que vous auriez proposé? Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prolongement? Quel autre type de séance pourrait venir après? Donc essayez toujours de penser à l'avant-après. Euh, Pensez à bien prendre le temps aussi d'analyser les documents et de présenter les enjeux de l'apprentissage, les difficultés que les élèves vont rencontrer et donc du coup pourquoi vous faites ces choix-là. On vous demande très souvent dans les rapports de jury, quand j'échange avec les jurys, on dit que parfois en fait le candidat va présenter toute une séance, mais à aucun moment il nous dit pourquoi il fait les choses, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quelle est la démarche. Et donc il manque souvent d'analyse, et c'est ce qui fait que les écarts de notes peuvent être assez importants. Donc là aussi, vous pouvez hein, lire les conseils du jury, mais bon, on n'a que 3 mois. Donc du coup, on est quand même un petit peu short time, et donc du coup, il faut cibler à l'essentiel. On va essayer du coup d'y voir. Pour cibler l'essentiel, notamment bah, moi pour ma discipline, pour les attendus, eh ben, il faut maîtriser les démarches didactiques. Ça veut dire quoi maîtriser les démarches didactiques? Ça veut dire, par exemple, que ce soit pour production d'écrit, lecture, compréhension, étude de la langue, connaître les erreurs types des élèves, les remédiations possibles, quelle progression je pourrais avoir, par exemple, sur une notion. Et puis, d'avoir vraiment la démarche générale pour que ce soit l'élève qui soit au centre, l'élève qui construit son savoir, l'élève qui se questionne, l'élève qui manipule, il fait du tri, il manipule la langue. Et donc, du coup, avoir en tête quelques traces écrites qu'on peut donner aux élèves, quelques affichages que je peux construire avec les élèves. Et un truc à ne surtout pas oublier, sans lequel il n'y a pas d'apprentissage, c'est les critères de réussite, à savoir les critères d'évaluation. Là, c'est surtout la didactique. Mais on vous demande aussi du pédagogique. Donc, en gros, le pédagogie, c'est la mise en scène. Donc, quelles sont les modalités de groupement? Est-ce qu'ils sont tous seuls, en binôme, en petit groupe? Quel temps je donne à chaque phase de séance? Quel va être le rôle de l'enseignant? Quelle posture il prend? Je suis dans quel style d'enseignement? Et du coup, quelle est la place de l'élève dans les apprentissages? Donc, pour vous préparer, moi, je vous invite à lire attentivement les programmes et surtout la partie présentation qui présente vraiment qu'est-ce que le français à l'école, qui présente qu'est-ce que la production d'écrit. Désolée, je donne des exemples par ma discipline parce que c'est un peu plus facile, mais du coup, surtout lire ces attendus-là. Vous pouvez vous appuyer sur Eduscol qui présente de nombreuses ressources aussi pour vous aider à comprendre un peu les démarches d'apprentissage en fait à avoir.
Et puis, si vous êtes inscrit à Vocation CRPE, je vous invite à regarder les vidéos qui présentent justement la notion de séance, séquence et une vidéo aussi sur évaluation et différenciation qui permet de bien comprendre les enjeux. Alors, maintenant, pour l'épreuve d'EPS. Alors, l'épreuve d'EPS, on a 30 minutes de préparation. Alors, au début, on se dit, waouh, panique à bord, comment je vais faire? Franchement, c'est jouable. Notamment, moi, mes étudiants, ils auront une introduction quasiment clé en main qu'ils auront appris par cœur avant l'épreuve. Et donc, du coup, ils auront un gain de temps quand ils passent l'épreuve le jour J. Voilà, ils pourront se concentrer que sur la situation d'apprentissage. L'intro, elle sera déjà prête. Dans le cadre de mes cours, là, en fait, en gros, pour l'épreuve de PS, on vous donne une situation d'apprentissage et généralement, on présente une difficulté d'apprentissage. Je donne un exemple tout bête. Mes élèves, en fait, n'arrivent pas à se déplacer à l'horizontale en natation et ils se déplacent à la verticale. Comment pouvez-vous remédier à cette difficulté? Il est important, dans un premier temps, d'analyser pourquoi l'élève a une difficulté. Pourquoi est-ce qu'il se déplace comme ça et pas comme ça? OK? Et ensuite, on va émettre des hypothèses sur le pourquoi il n'y arrive pas. Il peut y avoir plusieurs entrées. Et à partir de ça, on va donner des réponses pédagogiques et didactiques pour y répondre. En cours, en gros, le PS, c'est pas comment dire, c'est une épreuve qui demande beaucoup de lexique spécifique. Elle est technique. Par contre, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne et qu'on a ce lexique, on peut cartonner. Moi, à chaque fois, mon objectif avec mes étudiants, c'est le 20. Et j'en ai plein qui arrivent à avoir 20 à cette épreuve. C'est vraiment faisable. Mais ça demande pas mal de connaissances techniques. Et puis moi, surtout, avec les étudiants, je vais ensuite, peu à peu dans l'année, leur faciliter le travail et du coup, leur donner des activités types qui peuvent répondre à telle ou telle problématique. Parce que sinon, là aussi, quand on le prépare seul, on peut se noyer dans les monceaux d'activités, de jeux qu'on peut proposer aux élèves, et du coup, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, le fait d'être accompagné, ça peut vous permettre aussi de trier le savoir et d'être vraiment opérationnel le jour J, et de vous familiariser aussi avec le vocabulaire technique, qui est pas insurmontable. Franchement, c'est pas insurmontable. Et en plus, c'est pas, moi, je trouve que le PS, c'est pas si difficile, notamment quand on change de cycle, entre le cycle 2 et le cycle 3, il y a des choses, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est plus marqué en maths et en français qu'en EPS. Et une fois en plus, c'est important d'être bien préparé à l'EPS, parce que vous démarrez par l'EPS. Donc, plus on réussit, mieux c'est. On a terminé le PS, on prend un petit verre d'eau, on prend quelques gorgées, on prend une grande inspiration, on change ses feuilles de brouillon et on passe à la connaissance du métier. Dans la connaissance du métier, dans un premier temps, vous allez donc présenter votre motivation à devenir enseignant. Là, pour ça, je vous invite à prendre mince, les compétences en fait, les compétences en fait de professeur des écoles et de voir exactement en fait ce qui est attendu. Et à partir de là, ça peut vous aider à construire votre présentation. Pour votre présentation, que vous soyez avec vocation CRPE ou non, euh, entraînez-vous. Préparez-vous vraiment votre petite présentation de 5 minutes, pesez chaque mot, bien choisir attentivement. Voilà, merci Valentine. Le référentiel de compétences du professeur des écoles. Moi, je vous invite à bien le connaître et avant de préparer vos 5 minutes de présentation, appropriez-vous ce référentiel de compétences. Et ensuite, faites un lien avec toutes vos expériences en fait à vous pour pouvoir faire un lien. Et essayez vraiment de trouver vos motivations aussi intrinsèques à exercer ce métier. Et notamment dans le référentiel de compétences, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'aime dans le métier d'enseignant. Si vous n'êtes pas accompagné avec vocation CRPE, n'hésitez pas à faire ces 5 minutes-là avec vos proches. Et si vous connaissez bien évidemment des gens en stage, des enseignants,
faites-le auprès d'autres personnes. Entraînez-vous à faire ces 5 minutes et à voir ce que l'autre en face ressent sur votre présentation. Ça, il faut vraiment bien s'entraîner en fait à l'oral. Vous pouvez bien sûr, tous ceux qui ont fait des stages, tous ceux qui ont été au contact d'élèves, bien évidemment, vous appuyer sur votre expérience. Après, sur les quelques élèves, il ne faudra pas forcément les nommer, il ne faut pas être trop dans l'émotionnel non plus. Il ne s'agit pas de- d'être trop idéaliste hein, non plus sur le métier d'enseignant. D'accord? Mais entraînez-vous et puis du coup construisez peu à peu ces 5 minutes. L'avantage avec Vocation, c'est que vous êtes accompagné par Guillaume, avec lequel vous pouvez justement présenter vos 5 minutes et il pourra vous faire un retour. Et puis surtout, en fait, bah, comme pour les autres oraux, j'ai oublié de le dire, en fait, avec Vocation CRPE, vous aurez des oraux blancs. Et ces oraux blancs, ils sont top parce que c'est en petits groupes. Du coup, ça vous permet d'entendre les autres passer, du coup, de réviser les autres notions. Et puis vous aussi, tout simplement, de vous entraîner et d'avoir un retour direct. Parce que c'est pas évident d'aller aux oraux comme ça sans s'être entraîné, de voir en fait si vous gérez bien votre temps et puis surtout de faire face aux différentes questions, parce que du coup, on vous entraîne. Et après, cette épreuve où vous présentez vos 5 minutes, vous présentez en 5 minutes, et bien ensuite, vous êtes face à des situations concrètes. Mais généralement, enfin, nous, les étudiants à vocation CRPE sont bien entraînés parce qu'on leur en donne plein. Et on leur donne aussi, dans le cadre d'un euro blanc, on leur fait vivre des mises en situation et on leur apprend à développer leurs réponses. Du coup, les révisions des éléments clés et notamment vos lectures pour réviser si vous n'êtes notamment pas accompagné par vocation CRPE, vous pouvez lire tout ce qui est guides fondamentaux pour enseigner. À partir de ces guides-là, vous avez vraiment les démarches didactiques. Donc, enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Et en plus, même si c'est pour l'école maternelle, ça peut servir pour le cycle 2. Il y a plein de choses que je peux transposer même au cycle 3. La compréhension. Euh, voilà comment l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle pour enseigner la lecture et l'écriture spécifiquement au CP, la lecture et l'écriture au CE1, comment enseigner le vocabulaire avec Micheline Cellier. Voilà, donc tout ça, ça peut vous aider à avoir vraiment un guidage, notamment sur les démarches didactiques qui sont préconisées et qui peuvent vous aider. Par contre, des fois, c'est un peu long à lire. Voilà. Réalisez-vous un programme de révision sans trop stresser, mais réalisez-vous un programme. Parce que là, maintenant, le temps commence à compter. Après, si vous êtes avec vocation CRPE, l'avantage, c'est que du coup, ça vous donne quand même une planification. Vous avez des vidéos qui sont quand même données dans l'ordre. Ça vous permet de voir, en fait, autant que de fois nécessaire, les vidéos qui vous intéressent, les cours qui vous intéressent. De peut-être squeezer les domaines où vous êtes plus à l'aise, parce que là, on est contraint un peu par le temps. Et surtout, c'est que là, au lieu de chercher du savoir à droite, à gauche et de se noyer ben, dans Eduscol ou ailleurs, ça vous donne une synthèse des contenus à connaître. Et donc, du coup, ça vous permet vraiment aussi de vous entraîner en amont du concours par des concours blancs, des oraux blancs, et du coup, de voir exactement, de réajuster vos révisions suivant le feedback que vous avez eu en fait dans le cadre de ces oraux blancs de pas être tout seul, d'avoir une promo, de se sentir un peu soutenu dans une promo, et puis surtout ben, de réajuster tout de suite les révisions. Ah ouais, ça en fait je maîtrise moyen, ben, je vais le revoir. Oh ben ça en fait ça va. Et donc du coup ça vous aide. Moi je trouve que c'est plus facile d'être soutenu. En tout cas, c'est plus facile, je pense, d'être accompagné. Avant de revenir juste aux questions, juste parce que j'ai peur de le dire, pendant quelques jours encore chez Vocation CRPE, vous avez la possibilité d'avoir la formule accélérée, c'est-à-dire toute la formule en replay, c'est-à-dire vous n'avez pas les cours directs avec le prof, mais vous pouvez tout revoir en replay, du coup avoir toutes les notions ciblées, de voir les vidéos quand ça vous intéresse et donc du coup de pouvoir quand même être accompagné, avoir un cadre dans le cadre de vos préparations. Et du coup, n'hésitez pas pour toute question, financement ou autre, et ce qui est jouable, de prendre rendez-vous avec Vocation CRPE. J'espère que du coup, vous voyez un peu mieux en quoi déjà c'est jouable. Dans le temps contraint qui nous reste de préparer le concours, comment est-ce que je peux faire au plus efficace? J'espère que du coup ça vous aide à avoir une vision
un peu plus éclaircie des attendus du concours et de ce dont vous pouvez avoir besoin. Voilà. Et maintenant, ben, je peux répondre à vos questions. Désolée, j'ai un peu beaucoup monopolisé la parole, mais je voulais être sûre d'aller au bout. Est-ce que du coup, ça vous a un petit peu aidé à entreapercevoir un peu des modalités organisationnelles pour vos révisions, déjà, et des attendus du concours? Que ça vous paraît un peu plus transparent? N'hésitez pas dans le chat. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je suis là. Et si vous n'avez pas de questions, ça veut dire en plus que tout est bien passé, que j'ai été assez claire en tout cas sur les attendus, sur ce qu'attend le jury. Ça vous paraît relativement clair? Je vous ai pas perdu, j'espère. Ok. Donc très bien, Valentine. Donc au moins, je reste au moins dans le même cadre. En tout cas, je fais juste un petit rappel. Ok, super. Bah, du coup, vraiment, là, pour toute question, n'hésitez pas. Puis après, vous qui êtes en M2, justement, vous avez déjà des supports didactiques, donc ça vous aide. Et après, ben, il faut juste aller dans le côté vraiment très concret. Mais en généralement, en M2, vous l'avez bien. Là, la formation peut vous aider, c'est à vous entraîner à passer des oraux et avoir un retour direct. Après, c'est normal qu'on ait quelques appréhensions, mais c'est jouable. Vraiment, c'est jouable. Et surtout, bien utiliser le vocabulaire spécifique. Et puis, ah oui, autre chose que j'ai pas dit ce soir, c'est bien penser à écouter le jury, à écouter les questions. Parce que des fois, dans le stress, on n'écoute même pas les questions du jury. OK? En tout cas, pour toute autre question, financement, inscription et tout ça, moi, je vous invite à prendre contact avec Vocation CRPE parce que je ne suis pas des plus habilités, en fait, pour y répondre. Et eux, du coup, pourront répondre suivant votre profil. Puis, ils pourront aussi discuter avec vous. Est-ce que je peux le passer cette année ou pas? Est-ce que c'est mieux d'attendre un an? Pour le financement, suivant votre profil aussi. Et ça, je ne sais pas assez. Donc, moi, vraiment, n'hésitez pas, bah, vous avez déjà contacté Vocation CRPE pour pouvoir être en live avec moi ce soir. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à les contacter pour parler de votre projet et puis du coup, pour bénéficier notamment des replays qui peuvent du coup vous aider aussi dans le cadre de la préparation. Parce que Valentine, j'ai déjà eu des gens en fait qui pourtant sortaient de M2 et en fait, notre formation les ont beaucoup aidés à clarifier encore certaines notions et à avoir des choses des fois au final un peu plus pratico-pratiques qu'ils n'avaient eu en fait à la fac. Et notamment, j'ai été très surprise même pour l'EPS par exemple. Alors que normalement en EPS, c'est très bien présenté en fait à la fac, mais globalement, les retours qui m'ont été faits de certains candidats quand ils venaient être étudiants avec nous à vocation, c'est que du coup, des fois, ça manquait de choses un peu concrètes et ils étaient un peu perdus dans l'élaboration de leurs séances, trouver des objectifs, alors que en mettant en parallèle les cours à l'INSPE et les cours avec vocation, eh bien, ils se sentaient beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus préparés pour aborder le concours. Voilà. Mais attends, je dis pas que tout doit dépendre sûrement des INSPE et je dis pas que ce que c'est très bien ce que vous apprenez à l'INSPE, hein, qu'on soit clair. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez vu que vous pouvez retrouver toutes les informations de ce live justement ici là, en cliquant ici, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce live, sur le concours et tout. Donc n'hésitez pas aussi à cliquer pour retrouver, à prendre en screenshot là c'est pas un QR code, ça? Si, c'est un QR code. Désolée, des fois, là, je perds un peu mon lexique spécifique numérique. Donc, je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver dans les rangs à vocation CRPE ou de vous retrouver au concours, de vous retrouver tout simplement en tant qu'enseignant, j'espère le plus vite pour vous. Plein de réussite en tout cas pour cette année 2025, que ce soit avec ou sans nous. Merci.